Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du week-end. Voici les titres de ce samedi 18 février. Cecilia Bartoli continue de nous surprendre et de nous émerveiller. À la tête de l'Opéra de Monte-Carlo depuis janvier, elle propose à partir de demain l'œuvre d'Umberto Giordano, Andrea Chénier. Nous avons assisté à la Générale. L'AS Monaco en grande forme se déplace à Brest demain. Invaincue en 2023, elle tentera de poursuivre cette belle série en championnat. Réaction à suivre dans ce journal. Les sports de combat n'ont jamais eu autant la cote. Comment expliquer ce phénomène que recherchent les pratiquants? Eric Nardone, président de la Blackout Academy, tentera de nous éclairer à ce sujet. Puis nous nous intéresserons à ce drôle d'engin. Il s'appelle Antarctica. Il est le premier véhicule d'exploration polaire. Et depuis 2 ans, il est rattaché à la station Princesse Elisabeth en Antarctique. Nous ferons le point notamment sur ses missions. Et à la fin de ce journal, nous recevrons Alain Krutenski. Il est le président des aéronautes de Monaco. Il nous parlera de ses futurs projets à bord de sa montgolfière écologique. 1 mois et demi après avoir pris la direction de l'Opéra de Monte-Carlo, Cecilia Bartoli continue de proposer une programmation qui lui ressemble. Après avoir incarné avec brio Alcina d'Handel pour la première fois en principauté, Cecilia Bartoli présente une autre œuvre qui la touche personnellement. Andrea Chénier d'Umberto Giordano est un opéra que son père lui chantait étant enfant. José Sacré a eu la chance d'assister à la Générale. Voyez son reportage. Dans le rôle-titre d'Andrea Chénier de Giordano, le ténor germano-brésilien Martin Mueller remplace au pied levé la superstar Jonas Kaufmann, empêché pour des raisons de santé de chanter pour la première fois à l'Opéra de Monte-Carlo. C'est dommage que Jonas ne peut pas venir, mais comme toutes les fois l'opéra c'est un spectacle complet. Il n'est pas seulement pour en personne. Et nous, honnêtement, nous faisons les remplacements. Et je crois que Martin, le garçon qui chante Chénier ce soir et avant, il sera très bien, très bien. Les mélomanes ne seront pas déçus, d'autant que la distribution est parfaite. Aux côtés de Martin Mueller, l'excellente Maria Agresta tient le rôle de Madeleine de Coigny. L'opéra Andrea Chénier évoque la vie du poète français du XVIIIe siècle qui fut guillotiné en 1794, 3 jours avant la fin de la Terreur. À l'Opéra Garnier, la mise en scène, les décors, les costumes, les effets spéciaux évoquent à merveille cette période dramatique de l'histoire de France et font de ce spectacle, grâce au talent de tous les interprètes, un beau moment de musique et d'émotion. Andrea Chénier, c'est donc à partir de dimanche à l'Opéra de Monte-Carlo. En football, l'AS Monaco se déplace à Brest demain pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Invaincus depuis le début de l'année, les Monégasques comptent bien poursuivre cette belle série et se rapprocher un peu plus de la première place. Je vous propose d'écouter des extraits de la conférence de presse d'avant-match. Là, on s'est totalement focus sur Brest et je pense que pour pouvoir jouer la Coupe d'Europe, ça passe par de grandes performances en championnat. Donc le match de Brest, ce sera un match qui ne sera pas facile. C'est une équipe compliquée. C'est toujours dur d'aller jouer là-bas. Donc là, on est totalement focus sur Brest. Et on sait que pour aller chercher une victoire à Brest, il va falloir être très très bon. On a eu 2 blessés face à Leverkusen. Mais voilà, on a un effectif large. Et on sait que peu importe les joueurs qui vont les remplacer, je pense qu'ils seront au niveau. Il n'y a pas d'inquiétude sur ça. Donc l'adaptation, elle se fera très bien, elle est déjà très bien faite. Donc on a bien préparé Brest et ça va aller.
Voilà ce que nous pouvions dire sur ce Brest-Monaco qui se joue ce dimanche à 15 h au stade Francis Leblé. On reste dans le football, rappelez-vous, le 23 janvier dernier, l'association des Barbadjouans de Monaco réunissait des grands noms du ballon rond à l'occasion de la 3e édition de la Fighteds Cup. Cet événement était organisé au profit de Fighteds Monaco. Eh bien, un chèque de 180 000 € vient d'être remis à la présidente de l'association, la princesse Stéphanie, par son fils Louis Ducruet. Nous allons tenter à présent de mieux comprendre l'engouement qu'il y a autour des sports de combat et des arts martiaux. Les clubs spécialisés ne cessent d'accueillir de nouveaux adhérents. C'est le cas par exemple de la Blackout Academy. Bonsoir Eric Nardon. Bonsoir. On avait déjà assisté à un engouement pour la boxe après les médailles de Brahim Asloum, de Tony Yoka ou encore d'Estelle Mosley aux Jeux Olympiques. Comment expliquer que cet engouement perdure ? Je pense que de plus en plus, les jeunes se tournent vers les sports de contact pour plusieurs raisons. La self-défense et puis le fait de se dépasser, de chercher à se dépasser. Et là, depuis peu, donc ça fait, je pense, 1 an et demi, maintenant 2 ans, que le MMA lui a été légalisé en France. Donc un engouement qui s'est décuplé depuis. On a vu des salles ouvrir de partout et des combattants professionnels qui étaient un peu restés cachés jusque-là sortir de l'ombre. On va revenir sur le MMA un petit peu plus tard, mais est-ce que l'on peut dire que les sports de combat se sont démocratisés, qu'ils sont un peu plus accessibles à tous ? Oh oui, je pense. De toute façon, je pense que tous les sports de combat en général, que ce soit les sports de pied-point, la boxe anglaise, le judo, tout ça, ont été déjà bien démocratisés du fait déjà des participations aux Jeux Olympiques. Je pense qu'il y a vraiment que, on va y revenir, mais que le MMA qui était encore vraiment resté voilà, un peu en arrière-plan. Hein. Que viennent chercher vos licenciés, Eric Nardon ? Je pense que se dépenser, essentiellement à Monaco, c'est se dépenser, transpirer, le partage. Je pense aussi une recherche de certaines techniques, hein. La self-défense aussi, mais je pense dans un premier temps, c'est se défenser. On est un club vraiment axé sur le loisir, quasiment pas de compétiteurs, donc oui, je pense que chez nous, c'est du loisir à 100%. On dit aussi que c'est bon pour le développement personnel, pour le coaching mental. Vous partagez cette idée ? Complètement, pour peu qu'on s'y intéresse. C'est-à-dire qu'il faut que l'élève soit dans cette dynamique et puis qu'il recherche ce genre de pratique. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Et certains s'y mettent et recherchent ces sensations. Donc oui. Et ce sont des disciplines qui attirent aussi bien les hommes que les femmes, hein ? On est quand même à 80% d'hommes. Malgré que je trouve que c'est un sport qui est vraiment très intéressant pour les femmes, surtout de nos jours. Mais on reste quand même une grande majorité d'hommes. Vous évoquiez tout à l'heure le MMA et puis sa légalisation il y a 3 ans maintenant. Le MMA, c'est un mélange d'arts martiaux, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ça mélange 3 grandes catégories de sport de contact qui va être la boxe pied-point, la lutte ou le judo pour tout ce qui est projection. Et après, arriver au sol, ça va être soumission, clé, voilà, immobilisation. Et qu'est-ce qui l'a rendu plus attractif ? Sa médiatisation peut-être ? Ce qui l'a rendu attractif, je pense que c'est vraiment le combo de toutes ces disciplines. C'est le combo, c'est là où c'est très intéressant. Il y a des cardio différents à travailler, différentes filières. Donc je crois que c'est vraiment un ensemble de techniques variées qui ont fait que les gens se sont tournés vers cette discipline. Et puis on a l'impression aussi que les sports de combat sont devenus plus un sport spectacle, comme le catch par exemple. Ça, c'est plus du spectacle. Après, nous, on a toujours été des sports de spectacle, que ce soit les sports de pied-point traditionnels, MMA. Le catch, c'est vraiment du spectacle, même si les personnes sont aguerries, entraînées à ces disciplines. Mais c'est du spectacle, oui, c'est du spectacle. Je pense que beaucoup de fans de sport de contact recherchent ça aussi. Eh bien, merci infiniment, Eric Nardon, d'avoir été notre invité ce soir. Merci beaucoup. Intéressons-nous à présent à ce drôle d'engin, il s'appelle Antarctica, il est le premier véhicule d'exploration polaire. Depuis 2 ans, il est rattaché à la station Princesse Elisabeth en Antarctique et dernièrement des améliorations techniques ont été apportées à cette machine unique au monde. Vanessa Dessy vous en dit plus sur des images fournies par Venturi et Lionel Bernardi. C'est un engin éco-responsable en adéquation avec l'approche environnementale de la station scientifique belge Princesse Elisabeth Antarctica. Ce véhicule électrique d'exploration polaire aura permis de réaliser des missions scientifiques en limitant au maximum toute perturbation pour l'écosystème.
C'est un beau projet sous l'élan du prince Albert II qui a visité l'Antarctique en 2009 et il a fait appel à Gildo Pastor pour créer un véhicule qui doit, on va dire, naviguer, voguer parce qu'on flotte sur la neige en Antarctique sans polluer. Fin 2022, et alors qu'un nouvel été débutait dans l'hémisphère sud, la seule station zéro émission du continent antarctique a accueilli une nouvelle équipe de Venturi. Celle-ci a opéré des améliorations sur le premier véhicule électrique à chenilles de l'histoire du continent blanc. Ces interventions semblaient nécessaires. Ces améliorations sont au niveau de la chenille, où à cause de la variation de température, la neige est très instable, elle peut être très collante. Surtout quand il fait chaud, avec le changement climatique, on le sent de plus en plus. Et la neige a tendance à coller dans le système de chenille, ce qui crée des fortes vibrations. Ensuite, une autre amélioration, c'est plus au côté thermique. Il a fallu qu'on refroidisse plus notre chaîne de traction. Il a fallu donc faire créer, amener de l'air, un flux d'air qui rentre dans le soubassement du véhicule, car toute notre technologie, batterie, moteur, inverteur se trouve sous le plancher du véhicule. Et la troisième innovation, c'est plus du confort dans l'habitacle. Même s'il fait très froid en Antarctique, quand on est sous les radiations du solaire, le rayonnement du soleil à travers les vitres, comme dans une voiture, on sent la chaleur du soleil, ça crée un échauffement sur le corps humain. Donc on a créé des bouches d'aération, comme sur une voiture. On prend l'air frais à l'extérieur du véhicule et on peut le souffler directement sur les passagers. Le véhicule restera en mission à la station scientifique belge Princesse Elisabeth Antarctica jusqu'à nouvel ordre. Afin de vérifier sa fiabilité dans le temps, les équipes de Venturi se concentrent également sur un tout nouveau projet lunaire, le programme Artemis sous l'impulsion de la NASA. De bien belles ambitions donc pour Venturi. Cette information à présent qui pourrait intéresser les travailleurs saisonniers. La Société des Bains de Mer organise une journée des talents. Environ 900 postes sont encore à pourvoir dans différents secteurs tels que les métiers de salle, du bien-être ou de l'accueil. Rendez-vous le 1er mars au One Monte Carlo à partir de 9 h et jusqu'à 19 h. Notre prochain invité a plutôt l'habitude d'avoir la tête dans les nuages. Alain Kruté-Anschki est le président des aéronautes de Monaco. C'est lui qui, par exemple, avait fait décoller une montgolfière depuis la place du Palais en 2018. Depuis, Alain Kruté-Anschki ne cesse de développer son activité et a de nombreuses ambitions. Il est avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. On prend un peu de hauteur avec vous, on a plutôt l'habitude de vous voir dans les airs, dans votre ballon écologique. Vous êtes avec nous ce soir pour nous parler de votre prochain défi. Lequel est-il ? Eh bien, écoutez, déjà je vais vous donner des bonnes nouvelles de la nouvelle montgolfière écologique Monaco qui répond à toutes nos attentes. Nous revenons d'Italie et de Suisse, où on l'a montrée au monde entier. Elle fonctionne merveilleusement bien et elle est très très belle. Rappelez-nous ce qu'elle a de particulier, cette montgolfière. Écoutez, c'est une montgolfière écologique, c'est-à-dire qu'elle est prévue pour consommer entre 50 et 70% de carburant en moins, donc ce qui est pas mal. Et ensuite, on utilise aussi des carburants, des biocarburants. Et vous êtes aussi sur Monaco Info avec nous pour nous annoncer un autre événement, Alain Kruté-Anschki. Oui, tout à fait. Grâce au soutien moral et financier de la Fondation Prince Albert II, nous avons aujourd'hui les moyens de lancer l'hiver prochain la Coupe Prince Albert II de Monaco, qui sera une course réservée aux montgolfières écologiques. Et donc avec un départ prévu de différents points de Monaco, avec pour objectif de traverser les Alpes et de se rejoindre à un point déterminé en Italie, aux environs de Turin. Il y a beaucoup de montgolfières écologiques dans le monde, Alain Kruté-Anschki ? Il y en a aujourd'hui une petite trentaine. Et donc ce qu'on espère, c'est pouvoir, pour la première édition de la Coupe Prince Albert II de Monaco, on espère pouvoir en réunir une petite dizaine. Oui, avec le soutien de la Fondation Prince Albert II, comme vous nous l'avez précisé, c'est une reconnaissance pour vous, un encouragement à continuer dans cette direction ?
Oui, parce que d'abord ça fait chaud au cœur, le côté financier n'est pas négligeable parce qu'aujourd'hui nous devons trouver du carburant à mettre dans notre activité et déjà le ballon existe grâce à la bienveillance du groupe Marzocco qui nous a offert cette montgolfière et qui a offert cette montgolfière à la Principauté. Et aujourd'hui, on va essayer de fédérer les Monégasques autour de ce beau projet pour porter haut et fort l'image de la Principauté dans le monde entier. Alain, vous avez toujours été un homme de challenge. Qu'est-ce qui vous anime? J'ai envie de laisser à mes enfants, à nos enfants, une activité qui est dans l'air du temps, qui allie écologie et aventure, sans renoncer au plaisir. Et voilà, c'est ce qui m'anime. Et vraiment, je suis très très fier que notre équipe puisse représenter la Principauté dans le monde entier. Oui, parce que vous étiez dans les Alpes suisses, je crois, notamment, en Italie également. Oui, tout à fait. On est invité aussi dans les plus beaux endroits du monde. On espère pouvoir retrouver les financements qui vont nous permettre de participer au Mondial, qui est le plus grand événement européen où il y aura 500 montgolfières au mois de juillet à Chamblay, près de Metz. Et ensuite, nous sommes invités aussi à la Coupe des Nations. Nous devons trouver toujours aussi les financements, c'est toujours la clé du problème, pour pouvoir participer à cette Coupe des Nations qui aura lieu à Albuquerque, aux États-Unis, au mois de novembre. Ça coûte cher, Alain Krutanski ? C'est quelques dizaines de milliers d'euros à chaque déplacement. On se déplace, on a beaucoup de matériel à déplacer, on a du personnel à loger. Voilà, mais le résultat et les retombées médiatiques bénéfiques, je pense, pour notre activité et la Principauté sont vraiment très importants. Est-ce que la traversée des États-Unis, du pôle Nord, du pôle Sud, ça reste dans un coin de votre tête? Je n'abandonnerai jamais ces idées. On reste toujours la tête dans les étoiles avec vous. Merci infiniment, Alain Krutanski, d'avoir été notre invité sur Monaco Info. Je vous promets de belles images à venir. Et continuons de regarder vers le ciel avec vos prévisions météo. Bonsoir Christine Datomel, quel temps fera-t-il demain ? Bonsoir Émilie, dimanche la journée sera ensoleillée le matin et plus nuageuse l'après-midi. Du côté des températures, le thermomètre oscillera entre 10 et 14 degrés. Le soleil se lèvera à 7h22 et se couchera à 18h06. Demain, nous fêterons les Gabins. Merci Christinda et merci à vous de nous être fidèles chaque soir, y compris le week-end. Après vous avoir emmené dans les airs, nous vous proposons une balade en mer pour refermer ce journal. Frédéric Nébinger a suivi pour vous aujourd'hui la 3e édition de la régate du Port Hercule qui a rassemblé près de 200 rameurs dans la baie de Monaco. Excellente soirée à tous et à demain pour le best-of de la semaine.